Hypersensibilité, dépression, super sauveur, quel lien unit ces différents mots? Je me nomme Christophe Itier, thérapeute de métier, je vous partage dans cet audio ma vision sur ce sujet. S'il y a de nombreuses hypothèses qui essayent d'expliquer l'hypersensibilité, selon l'approche que nous avons du réel, la majorité est d'accord sur les critères qui la définissent. Ayant déjà développé ces derniers dans une vidéo que vous trouverez sur ma page YouTube Christophe I, je vous propose de nous concentrer sur un critère en particulier, le plus important de tous, l'hypersensitivité émotionnelle. Cette dernière fait que la personne qui en est atteinte va percevoir et recevoir les émotions de son environnement avec une intensité et une sensibilité bien au-dessus de la moyenne. Je parle bien sûr des émotions dites négatives, qui peuvent être perçues comme une énergie vibratoire lourde et dérangeante pour beaucoup. Les émotions dites positives ne dérangent absolument pas un hypersensible. Au contraire, il les recherche avec gourmandise. Étant moi-même un hypersensible, j'ai passé beaucoup de temps à observer ce phénomène en moi, sans jamais vraiment pouvoir l'expliquer, jusqu'au jour où une expérience d'éveil m'a ouvert les yeux. Lors d'une rencontre sur le thème de la conscience, j'ai vécu une montée vibratoire qui m'a permis de ressentir mon environnement avec une acuité au-delà des normes habituelles. Je me suis mis à capter les pensées des êtres qui m'entouraient, mais plus que les pensées, c'était leur mal-être que je captais, ce qui s'avéra être une expérience des plus pénibles à vivre. Paniqué, je demandais aux personnes autour de moi d'arrêter d'émettre ce type de vibration qui me déstabilisait grandement. Si certains ont compris ma demande et ont fait de leur mieux pour y répondre, d'autres me regardaient avec des yeux tout ronds, étonnés par mes propos. Cette expérience qui a duré quelques heures m'a permis de comprendre ce que j'avais vécu enfant et que je continue à vivre adulte à une intensité moindre, sans vraiment conscientiser le processus. Enfant, je pleurais pour un rien. Le moindre reproche me mettait dans un état de drame, un déchirement qui m'était bien difficile de canaliser. Mon entourage proche ne comprenait pas mes réactions exagérées. Certains pensaient que je jouais la comédie. Pour compenser cela, je passais mon temps à prévoir à l'avance toutes les situations où je pouvais me retrouver confronté à une émotion, afin de cacher aux autres cette hyperémotivité. Je me sentais absolument et irraisonnablement responsable des émotions négatives des autres. À cette époque, j'en faisais une vraie affaire personnelle, d'où ma volonté de faire tout mon possible pour éviter de susciter ces émotions. À la lueur de l'expérience que j'ai citée plus haut, j'ai compris que j'étais ce qu'on appelle un empathe, nommé aussi télépathe. Je captais inconsciemment l'émotionnel de mon environnement aussi aisément que je lisais un livre. De l'état émotionnel de la personne, je pouvais en déduire les pensées qui étaient liées. Si cela peut être perçu comme un don pour certains, je le percevais moi comme une tare qui me pourrissait la vie, et ce n'est qu'avec une grande pratique de la méditation, du détachement, de la concentration et de la focalisation sur mes propres émissions que j'ai pu par la suite trouver un équilibre et utiliser cette capacité pour aider les autres à mieux percevoir le ressenti en tant que thérapeute. Mes introspections m'ont permis de déceler deux origines à cette hypersensibilité qui serait trop long d'étaler ici. Cependant, j'ai su faire la différence entre cette capacité à capter des informations subtiles autour de moi et l'aspect empathe qui ne fait pas la différence entre ce qu'il capte et ce qu'il émet. Si cet empathe enfant a vécu dans un environnement émotionnel dépressif, il fera sien ce sentiment, croyant qu'il provient de lui, surtout si celui-ci a débuté alors qu'il n'était qu'un fœtus. Ces neurones en construction se spécialiseront dans ce type d'énergie, faisant que la personne, une fois adulte, sera focalisée sans s'en rendre compte sur les événements validant cette énergie. En gros, il deviendra addict à la souffrance tout en cherchant à l'éviter. Pour un enfant ayant grandi, lui, dans un environnement émotionnel positif, le sort sera différent. Bien qu'il restera sensible à la souffrance d'autrui, il ne s'identifiera pas, pour autant,
car sa construction neuronale sera différente. Il sera protégé par elle. Un empathe pense que les autres ressentent de la même manière que lui, ce qui était bien sûr mon cas. Mon métier m'a montré qu'il n'en était rien. Il m'a aussi permis de rencontrer d'autres empathes, plus ou moins sensibles, et d'observer les conséquences qui en découlaient. Si parmi eux, beaucoup recherchaient un isolement ou un environnement sain pour se protéger de ces vibrations lourdes, que sont les émotions et sentiments dits négatifs, d'autres comme moi ont cherché à les éliminer autour d'eux en devenant un super sauveur, c'est-à-dire en essayant à tout prix de faire en sorte que les autres fonctionnent en positif et évacuent les blocages qui leur faisaient engendrer ces vibrations insupportables. Personnellement, le fait d'agir dans ce sens me permettait de mieux accepter ces états d'être et me donner une mission de vie. Mais le travail à accomplir s'avérait si gigantesque que souvent le désespoir me gagnait. Cependant, un super sauveur n'abandonne pas aisément. Tant qu'il a de l'espoir et de l'énergie, il s'emploiera à remplir sa mission. Ne pas le faire lui procurerait trop de culpabilité. Il sait aussi qu'il n'est pas seul et que d'autres agissent dans ce sens pour mettre fin à la souffrance, où qu'elle soit. Un empathe est une personne qui a peu de filtres, contrairement au commun des mortels, ce qui fait qu'il est très impacté par ce qu'il voit dans les médias autour de lui. Il doit donc choisir avec soin ce qu'il regarde ou écoute, s'il veut garder le moral. Il doit aussi se ressourcer quotidiennement par des pratiques qui lui font du bien. Son environnement proche doit être le plus positif possible pour assurer son équilibre. On pourrait le considérer comme un handicapé psychique dans un monde de basse fréquence comme le nôtre. Me concernant, la connaissance des causes de la souffrance inhérente à la situation dans laquelle se trouve depuis toujours l'humanité m'a beaucoup aidé à tenir et ne pas sombrer dans ces milliards de vibrations disharmonieuses qui composent l'égrégore, le champ de conscience dans lequel nous baignons. Voyager dans des pays où les vibrations sont plus légères m'a montré aussi que je pouvais me sentir heureux quelque part. Mais savoir que des personnes souffraient partout sur Terre m'empêchait de rester longtemps inactif. La souffrance physique, comme la faim ou la douleur, m'intéressait moins, car celles-ci peuvent facilement être soulagées. Les solutions existent. Le fait que celles-ci continuent à persister, à notre époque, n'est pas uniquement d'une volonté politique, terrain qui n'était pas le mien. Pour moi, la souffrance provenait de l'ignorance, et c'est à cette ignorance que je tentais de m'attaquer. Je ne parlerai pas ici de mes découvertes sur le sujet, j'ai déjà écrit un livre dessus. L'intérêt de cet audio est de souligner la relation intime entre l'hypersensibilité, l'empathie, l'aspect sauveur de l'être et le côté dépressif. Un hypersensible a peu de choix. Il ne peut s'arrêter de capter son environnement sans une concentration exigeante. Il doit s'isoler ou s'attaquer à ce qui le fait souffrir. C'est ainsi. Avec le temps, l'hypersensible sauveur accumule de la colère, colère contre ce monde qui ne veut pas apprendre ou écouter, colère contre lui-même car ne se trouvant pas assez compétent, pas assez instruit, pas assez fort pour arriver à faire plus. Dans son environnement proche, cette colère peut se manifester par de l'exigence envers sa famille, le besoin que celle-ci soit exemplaire. Il n'y a rien de plus irritant pour un sauveur que de constater que malgré tous ses efforts, le mal-être touche les siens. Ce signe d'impuissance peut le faire sombrer dans la tyrannie ou le désespoir. Dans le premier cas, le sauveur devient bourreau, dans le second, il devient victime. Parmi les nombreuses personnes dépressives que j'ai pu accompagner, la majorité poursuivait un but inatteignable, vouloir le retour de quelqu'un de décédé, revivre un amour éteint, retrouver un statut qui a disparu, sauver des personnes qui ne veulent pas l'être, ou mettre fin à une souffrance qui a une raison d'être. Concernant ce dernier cas, quand le sauveur accepte que la souffrance a un rôle à jouer, et que même si elle est douloureuse à vivre, elle peut être dépassée, car la souffrance parle toujours d'une non-acceptation du réel, celui-ci passe de sauveur à aidant. Il ne va plus employer toute son énergie à essayer d'éradiquer la souffrance, il va faire la paix avec elle, comprendre sa raison d'être, voir les prises de conscience qu'elle peut apporter, accepter son existence.
Le sauveur va faire la paix avec sa propre souffrance, sa propre non-acceptation de ce réel, et mettre fin ainsi à sa dépression. L'hypersensible dépressif est quelqu'un qui voit trop grand, trop vite. Il lui faut devenir humble et vivre dans l'instant présent. Faire ce qu'il a à faire dans le moment, sans regarder le futur et sans penser au passé. Ainsi, il peut continuer à faire ce qui l'anime, sans stress, sans culpabilité, sans but, à part celui d'aimer. Son don est de capter, pas de porter. C'est là sa confusion. S'il comprend qu'il n'y a personne à sauver en ce monde à part lui-même, il aura déjà fait un grand pas. Cet audio est maintenant terminé. S'il a pu vous éclairer un temps soit peu, restez à l'écoute et abonnez-vous, d'autres suivront. Belle journée à vous.